Bonjour, c'est votre veille hebdomadaire de pelvipérinéologie, proposée par Erwan Lerumeur, kinésithérapeute à Paris 15. Émission d'information scientifique, pas un conseil médical individualisé. Les références complètes sont en description. Cette semaine, notre veille a remonté 45 articles. Pour cette version, je commente moins d'études, mais en allant plus loin sur ce qu'on peut en faire en pratique, avec un focus douleur et impact sur les parcours. À la une, 3 messages actionnables. Premier message, la dose et l'adhérence comptent autant que la technique. Dans Therapeutic Advances in Urology, Liu S. et al. Publient The Effectiveness of Invasive and Non-Invasive Biofeedback Assisted Pelvic Floor Muscle Training with or without electrical stimulation for the treatment of stress urinary incontinence in women. A systematic review with meta-analysis and meta-regression of randomized controlled trials. Cette revue inclut 21 études et 2373 participantes. Les auteurs montrent des effets significatifs sur l'ICIQSF avec un biofeedback invasif associé à la PFMT avec un effet standardisé rapporté à 1,16. Ils rapportent aussi une augmentation de la force des muscles du plancher pelvien, SMD, à 0,84 et une amélioration du taux d'amélioration ou de guérison, OR, à 2,02. La métarégression est utile parce qu'elle débloque des paramètres concrets. Les meilleurs résultats apparaissent quand les exercices sont un peu challengeants, quand la dose dépasse 1 heure par semaine pendant au moins 8 semaines et quand l'adhérence est élevée, autour de 80 à 95%. Ce qu'on en tire, même quand on parle de douleur chronique, si la patiente ne progresse pas, la première question n'est pas « quelle modalité magique ?», mais « quelle dose réelle, quelle adhérence, quelle progression et quel feedback ?» Ça vaut pour PFMT, mais aussi pour les programmes douleur, où l'exposition progressive et la régularité font la différence. Deuxième message. Certaines complications post-opératoires entretiennent directement douleur, anxiété et errance. Dans Urogynécologie, Philadelphia PA, Bauer HH et al. Publient Tamsulosine for Prevention of Urinary Retention after Midurethral Sling. Dans cette cohorte rétrospective, 423 patientes opérées, 131 ont reçu de la tamsulosine périopératoire. En analyse non ajustée, la rétention urinaire post-opératoire, POUR, est plus fréquente sans tamsulosine, 18,8% contre 10,6%, P égale 0,04. En revanche, dans le modèle multivarié, l'association avec une baisse de POUR est plus incertaine, OR 0,61, intervalle de confiance large, P égale 0,19. Les auteurs notent aussi que l'indice de masse corporelle est associé à un risque plus faible et que l'existence d'une procédure concomitante tend à augmenter le risque, OR 2,15, P égale 0,06, donc une tendance. Ce qu'on en fait. Ce papier ne dit pas « tamsulosine pour tout le monde ». Il dit surtout « la rétention est fréquente et certains profils sont plus à risque ». Pour réduire douleur et parcours chaotique, l'action immédiate, c'est un protocole de triage clair. Évaluation pré-op du risque, information patient, critères de surveillance et plan de prise en charge rapide si rétention. La tamsulosine peut être discutée, mais le vrai gain est organisationnel. Troisième message. Quand on compare des options thérapeutiques, le profil patient pèse lourd sur le résultat perçu. Dans International Urogynecology Journal, Bash F. et al. Publie Patient Reported Outcomes and Complications of Stress Incontinence Surgery, Effect of Patient Characteristics. Cohorte rétrospective nationale de 31 901 femmes, 28 923 bandelettes, 740 agents de comblement, 538 slings autologues, 1700 colposuspensions. Les résultats rapportés par les patientes montrent une impression globale d'amélioration élevée après certaines chirurgies. Environ 91% pour bandelettes rétropubiennes, 89% transobturatrices, 87% colposuspension. Et nettement plus basse après bulking, 56,6%. Mais le papier devient vraiment utile quand il détaille des facteurs associés à l'échec. Pour les bandelettes rétropubiennes,
Les odds de bons résultats diminuent avec l'âge, l'IMC, la présence d'hyperactivité détrusorienne et la survenue d'une lésion vésicale per-op. Les odds de lésion vésicale augmentent quand l'opérateur n'est pas consultant grade et diminuent avec l'IMC. Pour la colposuspension, l'âge augmente le risque de retour à l'hôpital et de réadmission et diminue les odds de succès. Enfin, les reprises chirurgicales diminuent les odds de succès pour plusieurs techniques. Ce qu'on en tire, en parcours douleur et périnée, c'est un rappel. Si on ne discute pas profil, comorbidité et attente, on fabrique de l'insatisfaction et parfois de la douleur persistante, même si l'objectif technique est atteint. Cela plaide pour une décision partagée structurée et pour repérer les facteurs de risque de mauvais vécu, pas seulement de récidive. Focus douleur. Mieux trier, mieux orienter, éviter les impasses. Sur le très long terme postpartum, Scientific Reports publie Urinary Incontinence, Dose Years After Obstetric Anal Sphincter Injury in a Longitudinal Case Control Study par Ram M et al. Les auteurs comparent 63 femmes avec lésions obstétricales du sphincter anal et 179 témoins appariés, participation 76%. À 12 ans postpartum, le score IIQ7 est similaire entre groupes. 1,1 plus ou moins 2,6 versus 0,8 plus ou moins 1,7. P égale 0,300. Les scores UDI6 augmentent dans l'ensemble de la cohorte entre 6 ans et 12 ans. 2,5 à 6 ans versus 3,3 à 12 ans. P inférieur à 0,001. Avec une augmentation significative chez les témoins et une augmentation non significative dans le groupe Oasis. À 12 ans, la sévérité des symptômes et leur impact ne diffèrent pas significativement entre femmes avec ou sans Oasis, contrairement aux résultats à 6 ans. Ce qu'on en fait côté douleur. Le message n'est pas « Oasis égale pas de problème ». Le message est « les trajectoires changent avec le temps et la plainte urinaire augmente globalement ». Donc, arrêter le suivi tôt est une mauvaise idée. La pratique utile est un dépistage simple et itératif à distance, surtout quand les patientes consultent pour douleurs, gênes sexuelles ou troubles digestifs. La plainte urinaire peut être présente et modifiable, et elle se superpose souvent à la douleur et à la fatigue. Pour l'anneau périnée douloureux, Anali Italiani di Chirurgia publie la méta-analyse de Cuissé et al. Transanal Opening of the Intersphincteric Space to Treat Anal Fistula, a Systematic Review and Meta-Analysis. Les auteurs synthétisent 6 études single-arm, suivies de 3 à 36 mois, et rapportent un taux de succès de première intention autour de 80%, avec une guérison globale estimée à 88%. Intervalle de confiance 0,86 à 0,90. En cas de seconde opération, le taux de succès est rapporté à 73%. Il détaille aussi des complications. Saignement per-op autour de 3%, douleur post-opératoire autour de 5% et réaction indésirable globale autour de 3%. Ce qu'on en tire, même si c'est de la chirurgie, l'intérêt pluripro est très concret. Une fistule anale chronique, c'est douleur, anxiété, retentissement social, parfois évitement sexuel et peur de l'incontinence. Connaître les taux de succès et les risques permet de sortir de l'errance. Quand les soins locaux et antibiotiques répétés se prolongent, il faut une orientation vers une équipe experte et un discours réaliste sur bénéfices et risques en explicitant l'enjeu fonctionnel. Sur les douleurs neuropathiques, Journal of Ultrasound publie l'article technique de Vita F et al. Ultrasound Guided Infiltration of the Pudendal Nerve, a Technical Approach for Neuropathic Pain Management. Les auteurs décrivent une approche éco-guidée et rappellent que l'infiltration périnerveuse peut apporter un soulagement et que l'ajout de corticoïdes pourrait contribuer à un effet plus durable. Mais ils insistent, les résultats cliniques sont variables et il faut souvent des séances répétées et une prise en charge multimodale avec physiothérapie, médicaments et adaptation de mode de vie. Ce qu'on en fait en pratique. Cet article soutient une stratégie de test et traitement plutôt qu'un geste isolé. Si on suspecte une douleur neuropathique, un geste guidé peut aider à confirmer le mécanisme et à lever une partie de la douleur, ce qui permet ensuite de relancer une rééducation plus active. Mais il faut cadrer l'attente. L'objectif est souvent de rendre possible la progression, pas de guérir en une injection. Sur la douleur sexuelle et l'inconfort vulvo-vaginal,
Archives of Gynecology and Obstetrics publie l'essai randomisé pilote de Kurn, H.G. et al. Objective Evaluation of the Acute Effects of Pelvic Floor Muscle Training on Vaginal Dryness in Postmenopausal Women, a randomized controlled pilot study. 105 femmes postménopausées randomisées, 103 complètent l'étude. Une seule séance de PFMT est réalisée, 10 contractions lentes et 10 rapides en position lithotomie versus aucun traitement dans le groupe contrôle. L'outcome principal est original, une mesure objective de la lubrification vaginale via un Vaginal Lubrication Kit. Les résultats montrent une amélioration significative des scores de lubrification après la séance de PFMT, P inférieur à 0,05. Les auteurs évaluent aussi des VAS pour sécheresse, brûlure et dyspareunie et montrent que des scores VAS plus élevés sont associés à une lubrification initiale plus basse. Ils notent aussi un lien entre atrophie au frottis et lubrification initiale plus faible. Ce qu'on en tire, ce papier ne prouve pas une prise en charge complète, mais il donne un signal intéressant. Le plancher pelvien n'est pas seulement force, il est aussi un levier sur les symptômes ressentis. Concrètement, ça autorise à intégrer le travail PFMT dans une stratégie combinée douleur et sexualité, en expliquant que l'objectif est de moduler les symptômes et de rendre les expositions progressives possibles en lien avec les traitements locaux et l'éducation. Enfin, sur un sujet très fréquent et très douleur globale, Revista da Associação Médica Brasileira, 1992, publie l'étude transversale de Gunaydin Y et al., The Impact of Pelvic Girdle Pain on Quality of Life and Depressive Symptoms During Pregnancy. 433 femmes enceintes, questionnaire de douleur pelvienne, qualité de vie, SF36, et symptômes dépressifs, BEC. Les auteurs rapportent des corrélations négatives entre douleur pelvienne et dimension de qualité de vie, et une association positive avec les symptômes dépressifs et l'avancée de la grossesse. Ils rapportent aussi qu'une part importante de la variance du score de douleur pelvienne est expliquée par des facteurs de qualité de vie, le nombre de naissances et l'intensité de la douleur. Ce qu'on en fait, c'est un rappel clinique simple. La douleur de ceinture pelvienne n'est pas juste mécanique. Elle s'accompagne d'un retentissement psychologique, social et fonctionnel. Donc, dans une prise en charge efficace, il faut dépister sommeil, humeur, peur du mouvement et stratégie d'évitement, et adapter l'activité plutôt que prescrire du repos prolongé. Ce triage évite des chronicisations inutiles. Pour compléter le panorama, Neuro-Urology and Urodynamics publie la méta-analyse de Tassoudis K et al. Comparative Effectiveness of Botulinum Toxin et versus placebo for Neurogenic Overactive Bladder, a meta-analysis, sur l'onabotulinum toxine A dans l'hyperactivité vésicale neurogène. 7 RCTS, 1592 patients. Les auteurs rapportent une augmentation significative de la capacité vésicale maximale et une diminution significative de la pression détrusorienne maximale dans certains groupes, notamment à 300 unités. En revanche, ils ne retrouvent pas d'effet significatif sur le nombre moyen d'épisodes d'incontinence urinaire dans leurs analyses. Sur les effets indésirables, ils signalent une probabilité plus élevée d'infection urinaire et de rétention urinaire. Ce qu'on en tire en parcours douleur, beaucoup de patients neuro-urologiques vivent une douleur ou un inconfort chronique lié aux infections, à la rétention et au sondage. Ce papier sert surtout à cadrer la balance bénéfice-risque. Amélioration urodynamique probable, mais vigilance accrue sur les complications qui, elles, aggravent la douleur et la qualité de vie si on ne les anticipe pas. Conclusion. Si je devais résumer en une phrase, cette semaine, ce qui change la pratique, ce sont moins des trucs nouveaux que de meilleures décisions de parcours. Dose et adhérence en rééducation, triage des risques post-opératoires qui font douleur et passage en urgence. Et meilleure identification des mécanismes douloureux pour éviter l'errance. À la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager.